écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Si ce podcast vous plaît, merci de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode. Aujourd'hui, sur So Sweet Planet, je reçois l'autrice de Désertons, un livre sur ce mouvement de désertion d'étudiants de grandes écoles, mais aussi de chercheurs, ingénieurs et cadres qui sont de plus en plus nombreux à refuser de servir un système destructeur. Jeanne Mermet est elle-même ancienne élève de Polytechnique et elle a choisi de renoncer à une carrière qui s'annonçait prestigieuse pour s'interroger sur le système élitiste et ses dérives, ainsi que sur les mécanismes de la crise écologique et mécanismes d'une crise plus globale. Dans ce récit intime et engagé, Jeanne Mermet interroge le rôle des sciences et des techniques ainsi que des personnes qui les font et propose des pistes pour prendre soin et refuser de nuire collectivement. Bonjour Jeanne. Bonjour. On va parler de ce livre en détail. Dans l'introduction, par exemple, on va démarrer tout de suite avec des extraits du livre qui m'ont beaucoup plu. C'est très dense et ça permet de prendre conscience, je trouve, de l'ampleur du problème, mais surtout de l'ampleur des causes des problèmes que l'on voit comme ça. On voit des petites choses qui apparaissent au-dessus de la surface et là, ça donne une bonne idée d'ensemble. Donc, dans l'introduction où tu commences par qui vous parle, tu expliques ta démarche, tu précises que par moments, tu écris comme tu parles, quand tu en as envie, que tu es privilégié et que tu as bien conscience que tu as pu te permettre de déserter parce que tu prenais moins de risques que d'autres. Tu t'interroges sur ta classe sociale et tu écris que les déconstructions, c'est des vagues de claques dans ta face, c'est comme ça. Tu écris que le sujet de ce livre est la désertion. Donc je te cite, « Déserter, c'est quitter quelque chose. C'est pas juste quitter, c'est refuser. » Pour nos auditrices et auditeurs, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce contexte qui est le tien à ce moment-là ? À ce moment-là, alors de l'écriture de cette introduction, Au moment tu peux dire. Ouais, au moment où tu désertes, en fait, au moment où ouais. toi-même tu passes ce cap. Ben, alors déjà, j'ai pas utilisé ce mot tout de suite, hein. Je pense que c'est venu un peu après. Oui. Mais voilà, au moment où je déserte, j'ai pas vraiment complètement déserté parce qu'il faut savoir que j'ai quand même fini les études, hein. Donc il y a eu une prise de conscience qui a eu lieu quand même sur la fin de ces études où j'étais donc au Danemark dans un master sur la transition énergétique et la gestion des réseaux électriques et en même temps à faire de l'activisme, donc à commencer à m'éduquer sur les questions écologiques, climatiques, sociales et compagnie, en dehors donc d'une formation d'ingénieur. Donc ça a été à ce moment-là quoi un peu l'envie de ne pas l'envie et la possibilité voilà de ne pas exercer ce métier parce que bah, j'apprenais que en fait, au lieu de résoudre des problèmes, bah, je contribuais Mm. enfin, j'y contribuais, quoi. Oui, oui. À les créer, à les perpétuer. Voilà. Donc ce choix, il s'est fait parce que j'ai eu la possibilité, et ça, c'est des choses que j'ai. C'est pour ça que je dis un peu les vagues de claques, parce que bah, ça prend du temps. Oui. On se rend compte qu'on fait partie d'un milieu privilégié. On se rend compte que les choix qu'on a pu faire, c'était peut-être pas forcément des choix qu'on a fait de notre plein libre arbitre, mais que ils ont été possibles parce qu'il y a une certaine condition sociale, parce qu'il y a des privilèges, parce qu'il y a des possibilités. Et donc voilà, à ce moment-là, moi j'ai pu faire ce choix de ne pas travailler tout de suite parce que j'étais au Danemark, que j'avais accès à un chômage, un unemployment benefits, on appelle ça là-bas, après un master. Donc c'est ce qui permet de faire la passerelle entre les études et le travail là-bas. Mais voilà, ça permet aussi du coup, en tout cas dans mon cas, d'avoir pu prendre le temps de réfléchir et de m'activer, voilà, en dehors des études, en dehors de projets imposés par les études, projets et cadres de travail imposés, quoi. Oui. Voilà, du coup, ouais, la désertion, c'est venu après, en fait, parce qu'on a commencé, j'ai rencontré d'autres gens dans mon cas. À ce moment-là, c'était pas trop le cas de mes autres amis, hein, qui, du coup, continuaient plutôt dans les mêmes voies de la transition, de développer les énergies renouvelables, voilà, de travailler pour les énergies vertes et compagnie. Et où moi,
je commence à comprendre que c'était assez hypocrite parce qu'on remplaçait, on focalisait sur la question des émissions carbone alors qu'il y a tout un tas d'autres problèmes dans la crise écologique et climatique qui sont celles des matières premières, qui sont voilà plein de d'autres considérations qui sont pas vraiment abordées, qui n'étaient pas trop abordées à ce moment-là. Donc voilà, désertion, c'est venu un peu après pour dire, pour poser un mot un peu fort sur cet acte qui est pas seulement réduit à des choix perso, mais aussi quand même avec une volonté politique de refuser Oui. de participer, quoi. Oui, tu écris page 23, ce constat, nombre de déserteurs et déserteuses l'ont forgé en allant voir au dehors de leur formation, donc ce que tu viens d'expliquer, en rejoignant Ouais. des luttes contre des projets que nous aurions pu mener en tant qu'ingénieurs et qui nous ont alors renseignés sur leurs impacts concrets, locaux, humains, sociaux, sensibles. En se renseignant sur l'histoire du développement industriel et sur l'histoire des luttes qui l'ont toujours accompagné, sur la place des techniques dans les sociétés, sur l'alliance de l'ingénierie et de l'entreprise de colonisation des nations européennes, sur les cultures et les savoirs autochtones. Ça, tu t'es bien documenté quand même, hein. Tout le monde ne fait pas tout ce chemin. Plus on en apprend, plus on se rend compte de l'ampleur de la fabrique de mensonges dans laquelle nous avons été éduqués. Et plus la dissonance grandit en nous, si en plus on continue d'agir à l'intérieur de cette fabrique. Le choix de déserter prend ses racines dans cette dissonance. Nous ne pouvons plus avoir confiance. Chaque beau mot se retrouve dévoyé. Le greenwashing est partout. On ne sait plus rien. Alors, il nous faut partir, prendre du recul pour pouvoir y voir plus clair. Donc, je me demandais, parce que comme tu l'as expliqué là juste avant, toi tu n'avais pas conscience visiblement en entrant dans ce cursus d'études que tu allais participer en fait au système que tu dénonces. Est-ce que, puisque maintenant on va en reparler un petit peu après, mais par rapport aux nombreux collectifs que tu cites et à ces mouvements de désertion, et puis après on va parler aussi des démissions, est-ce que... Plutôt mouvement, en général, mouvement des sciences et techniques engagées, on va dire, et dont la désertion fait partie, quoi. Voilà. Et donc, en fait, toutes les personnes qui à un moment passent ce cap de déserter ou de démissionner, enfin de refuser, de quitter et de refuser, est-ce que ce sont toutes... Il a fallu qu'elles passent par cette connaissance que toi, tu vas chercher et que tu apprends et qui te fait prendre conscience. Alors, bah, non, j'en sais rien. En fait, j'en sais rien, hein. Moi, là, ce que je dis, c'est vrai que je dis on, mais évidemment, c'est quelque chose de très personnel et situé. C'est le ressenti que moi j'ai eu. Mm. Et après, qu'on a pu partager aussi avec d'autres camarades avec qui on s'est retrouvés autour de ces questions, donc notamment dans les collectifs des déserteuses, Oui, dans les, euh, on va en parler dans aussi. les interventions qu'on a pu faire en école d'ingénieur aussi. Je pense pas enfin, je pense que il y a plein de chemins différents, en fait, hein. Je pense que, voilà, moi, j'ai déserté avant même d'avoir commencé à travailler. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé plus longtemps, qui se sont déjà mises à travailler, qui ont vu, le métier qu'elles exerçaient, qui en sont on prend conscience pendant qu'on travaille. Enfin, voilà, il y a un peu, je pense qu'il y a plein de chemins différents. Moi, il y a eu un besoin de faire une rupture assez nette et radicale parce que justement, j'avais l'impression que j'arrivais pas à décrypter le langage de la transition, du greenwashing, voilà, un langage très ingénierial où il y a beaucoup de mots qui peuvent dire plein de choses et où on dit pas enfin voilà, où on dit pas les choses hyper clairement, où on peut lire entre les lignes. Enfin, voilà, et où il y a plein de non-dits et de trucs qui sont invisibilisés. Et qui ne Voilà, il y sont a d'autres pas, personnes. tu veux dire, qui du coup ne sont pas sincères, ou les intentions Oui, ne sont pas aussi sincères que ce exactement. qui est déclaré. Ben voilà, et enfin, c'est comme quand on va sur les sites des entreprises de la transition, ou enfin même de Total, quoi, qui parlent des énergies renouvelables et qui te dit tout est super, et après, enfin voilà, en fait, derrière, si on fait des enquêtes, qu'on regarde des chiffres, qu'on regarde le montant de l'argent qui est investi dans les lobbies pour continuer le pétrole, enfin bref. Voilà, donc moi j'avais besoin de ça, mais chacune a son chemin Oui. et ses parcours voilà, de prise de conscience, de dissonance. Et puis voilà, moi ce que je disais, c'était ce que j'essaye de dire aussi, et on y viendra peut-être après dans tes questions, mais c'était que
déserter, c'est pas forcément accessible à tout le monde. On a tous des possibilités différentes selon qu'on a travaillé beaucoup. Alors, on va pouvoir avoir une position qui peut le permettre, mais quand même déjà engagé dans un prêt, dans une vie de famille, dans machin. Et donc, continuer à prendre conscience au fur et à mesure des choses. La dissonance, on la gère tous et toutes différemment aussi. Voilà, du coup, c'était un peu, moi je parle de mon expérience et après l'envie qu'on a eue de se regrouper pour parler de tout ça, c'était justement pour faire un peu caisse de résonance, pour voir que les gens puissent venir déposer tout ça, Oui, oui, qu'on puisse en parler entre nous et pas qu'entre nous justement, et aussi parler de ce que c'est que ces métiers-là dans la société. Enfin voilà, il y a un peu un truc de réflexivité, de pouvoir se livrer, raconter ses expériences, mais en même temps aussi les partager avec le reste de la société qui n'a pas forcément conscience de ce que c'est que ces métiers, de quelle position on a et tout, et avec qui on peut rentrer en discussion sur tout ça, quoi, aussi. oui. Et j'aimerais bien que tu nous dises quand même quelques mots de ce passage très concrètement durant ta dernière année d'études, je crois, où tu travailles sur des modélisations qui te font réaliser l'ampleur de problèmes que tu croyais être en train de résoudre. Enfin, en tout cas, tu crois que tu es en train de les résoudre et que tu vas les résoudre, et ça doit être assez enthousiasmant. Et puis là, il y a la claque, tu t'aperçois qu'en fait, ça ne va pas du tout être le cas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces modélisations? Ça ne parle pas à tout le monde, ce mot. Oui, oui, Oui. oui, c'était un peu compliqué à résumer en quelques mots dans le livre. Voilà. En gros, alors du coup, moi j'étais donc dans un master énergie, en anglais Sustainable Energy. Mhm. Donc voilà, énergie pas que renouvelable, mais voilà, soutenable, énergie Durable. durable. On Durable. peut Oui. voilà, énergie durable et plus spécialisée dans les réseaux électriques. Mhm. Et donc, je travaillais notamment plutôt sur l'architecture des réseaux à grande échelle. Donc, pour remettre un peu techniquement le contexte, c'est qu'on a dans le réseau, les réseaux électriques, il y a plusieurs niveaux on va dire, de transport de l'électricité. Oui. Donc, il y en a un qui se fait au niveau très local qui amène l'électricité dans les maisons, c'est le réseau de distribution. Et après, il y a plusieurs niveaux de tension. Et moi, je travaille sur le réseau de transmission, donc qui couvre toute l'Europe, en gros, voire même avec des échanges qui se font en dehors de l'Europe, quoi. Donc pour transporter l'électricité sur des grandes distances. Donc il y a tout un tas de unités de production, que ça va être le nucléaire, l'éolien, le solaire, le gaz, le charbon, etc., Oui. hydraulique. Et après, il y a des points qui distribuent sur les autres réseaux plus locaux, quoi. Donc voilà, donc moi je travaillais sur comment il faut développer ce réseau, l'améliorer, le modifier pour qu'il soit capable à intégrer beaucoup plus d'énergie renouvelable, donc décarbonée. Voilà, décarbonée, c'est-à-dire ne reposant plus sur des sources pétrole fossiles, voilà, qui émettent du carbone. Donc on va dire les énergies renouvelables, solaire, éolien et compagnie. Et donc moi je devais faire des modélisations pour dire en 2050 avec les projections de la Commission européenne, comment on va faire pour que ce réseau techniquement il soit capable d'encaisser toutes ces énergies renouvelables parce que ça pose plein de contraintes physiques de stabilité parce qu'on choisit pas combien on produit à quel moment avec ces énergies-là. Donc voilà, il faut rajouter des transformateurs, des convertisseurs et compagnie. Donc voilà, il faut toujours en rajouter. Donc moi déjà le premier truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que je comprenais pas pourquoi s'il y a un énorme problème de d'écologie, de climat et compagnie, euh, parce que on a des niveaux de production, de consommation d'énergie qui sont déjà hyper élevés et qui induisent des pollutions, des nuisances, etc. Pourquoi ça va continuer d'augmenter jusqu'en 2050? Oui. Voilà, le prérequis qu'on ne remet jamais en question, c'est celui de la croissance, hein. Et donc de dire, il faut absolument suivre cette augmentation et donc dans la production mettre plus d'énergie décarbonée. Mais du coup, au final, ça n'est pas une transition, mais c'est une accumulation en fait d'énergie, de production et de consommation d'énergie. Mm. Donc déjà, Une moi, premier truc adaptation à une augmentation, en fait.
Voilà, c'est ça, une augmentation qui n'est pas du tout remise en question Mhm. et qu'on peut, voilà, c'est encore un sujet qui va nous sembler loin, mais on peut se poser la question de quels besoins sont, enfin, voilà, de quels besoins on répond avec cette augmentation. Est-ce que c'est simplement le besoin des foyers, des gens et voilà, d'une énergie nécessaire à tous et toutes pour vivre dignement, ou est-ce que c'est encore des besoins pour produire tout un tas de technologies polluantes, tout un tas voilà, de technologies qui vont engraisser toujours les mêmes entreprises. Et Bref, et nuire voilà. et être Après, il y a la toxique transition numérique avec tout ça. Et voilà. à Et du coup, l'environnement et aux droits humains, puisqu'on sait que là où c'est produit, les minerais, tout ce qui sert à tout exactement. ça, c'est loin d'être éthique pour l'instant, en tout cas. Voilà. Donc il y avait cette question de pourquoi ça doit toujours augmenter. Pourquoi en 2050, sur les modèles de la Commission européenne, il y a encore du charbon, du pétrole, etc., alors qu'on nous dit oui, il faut décarboner. Mhm. Donc en fait, et puis techniquement, on c'est pas vraiment envisageable d'avoir que des énergies renouvelables sur les réseaux parce que ça ne tient pas. Et après, voilà, moi, je faisais aussi des algorithmes, donc d'intelligence artificielle. Voilà, c'est un peu plus compliqué là, mais pour gérer ce réseau en temps réel, et c'est-à-dire pour intégrer des contraintes, donc pour qu'il soit stable. Oui, Et en même temps, donc là, c'était vraiment des trucs de recherche industrielle qui s'appliquent pas tout de suite, mais qui me donnaient à voir un peu les développements de la gestion des réseaux, quoi. Et donc, il fallait en même temps que l'algorithme puisse stabiliser le réseau mhm, et en même temps optimiser les coûts des producteurs. Donc, donc c'est-à-dire optimiser, ça veut dire réduire les coûts quoi pour les producteurs. Donc, dans l'organisation de où va l'électricité, comment, etc., il faut en même temps que ça soit stable, oui. que ça, voilà, mais en même temps qu'on minimise les coûts des producteurs. Donc là, déjà, il y a toute la question de la gestion de l'électricité, les marchés, etc. Donc il y a tout un tas de prérequis qu'on apprend en école d'ingénieur, qu'on remet jamais en question. C'est celui de la croissance. Tout doit augmenter, de toute façon, c'est comme ça. D'accord. Et puis voilà, je voyais les développements de genre la gestion des réseaux, est-ce qu'on a vraiment envie de tout faire organiser, gérer par de l'intelligence artificielle et par des algos? Bon, c'est déjà quand même beaucoup le cas, hein, l'automatisation, mais bon, ça me faisait un peu questionner. Et donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que pour faire une transition énergétique, il faut faire une transition numérique, mais du coup, la transition numérique, il faut elle va avoir besoin de toujours plus d'énergie, d'électricité, et de pas que d'ailleurs, d'eau aussi pour pouvoir gérer la transition énergétique. Enfin, du coup, il y a un truc un peu complètement absurde dans tout ça où moi, voilà, j'essaie de. Mais à ce moment-là, j'étais encore pas trop capable de bien analyser tout ça, même maintenant aujourd'hui, hein. C'est hyper compliqué de comprendre l'influence et les problématiques que ça pose, l'intelligence artificielle et compagnie, dans la gestion des réseaux, quoi. Tu écris page 21, nous avions commencé à nous organiser en collectif et avons fait alliance avec des agros qui bifurquent. Donc ça, c'est le nom du fameux collectif créé par ces 8 ingénieurs suite à leur discours pour appuyer nos visions. Mais tout comme elles et eux, nous ne nous attendions pas à ce que leur discours fasse un tel buzz. Comment il naît alors ce collectif et combien de temps avant ce fameux moment et ce grand buzz de cette vidéo qui est du discours des agros d'AgroParisTech et de tout le buzz que ça a fait sur le net et dans la presse d'ailleurs, parce qu'il y a eu un nombre d'articles de presse phénoménal aussi sur ce moment. Alors, du coup, moi, donc, je suis pas dans le collectif des agros qui bifurquent, donc qui s'est formé dans leur école et à la remise des diplômes. Mais donc, on avait monté notre collectif des déserteuses un peu avant, je sais plus, un an, ça faisait un an, un peu plus d'un an qu'on commençait à se voir et à se rencontrer autour de ces questions. Donc on avait écrit une brochure, un petit fanzine qui s'appelait Courage, qui s'appelle toujours d'ailleurs Courage Fillon, donc où on racontait déjà un petit peu les réflexions sur le rôle des ingénieurs, sur est-ce que on s'organiserait pas pour en parler, est-ce que il se passe quelque chose d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de refuser de faire ce métier et tout. Donc on n'était pas encore trop, enfin voilà, il y a eu le discours, on s'était rencontrés peut-être à une ou deux reprises avant. Comme ça dans divers événements. Donc ça a été intéressant, ça a été bienvenu de voir ce discours parce qu'il y en avait eu d'autres avant. Mais c'est vrai que celui-là, je sais pas, je pourrais pas dire qu'est-ce qui a fait que d'un coup ça fasse tant parler par rapport aux autres qui avaient fait un peu donc je pense à Clément Chouane en 2018
qui avait déjà un peu fait un peu de bruit. Et Au, là, je au sais pas, moment est-ce que aussi c'est le de fait la qu'il réception des diplômes? ouais, ouais, il avait fait un discours tout seul. Par contre, voilà, il y a eu deux, trois discours comme ça, mais qui peut-être, je sais pas, peut-être c'est sur la radicalité du discours, peut-être parce ils étaient 8 à monter sur scène, donc l'effet collectif. Enfin voilà, peut-être parce que c'est une école qui est plus reconnue, prestigieuse, j'en sais rien. Il doit y avoir tout un tas de facteurs. Peut-être c'est la conjoncture, Oui, oui. Et le je moment, sais oui, pas trop où c'est le tombé, moment, oui. mais voilà, en tout cas. Comme on avait un peu commencé à se mettre en lien, ben du coup ça a été intéressant de voir l'engouement et d'analyser aussi l'engouement. Alors moi je l'ai plus fait ensuite en écrivant quoi, Oui. mais C'était l'engouement 2023, médiatique. oui. Alors c'était en 2022 le discours. Il me 2022, semble. oui. Ouais. Et toi, tu t'es retrouvé dans ce discours? Bah oui oui complètement. Moi j'avais trouvé que j'étais assez justement assez contente de voir que ça détonnait un peu plus par rapport aux autres que je trouvais qui restaient un peu plus dans le consensuel quoi. Oui, oui. J'aime bien toujours dire ce truc de relever les défis quoi. Même si on veut critiquer un peu le système, il s'agit toujours quand même de relever les défis parce qu'on est apte à le faire. Ah oui, Enfin voilà, et puis là il y avait un peu un truc de genre mais qui on est pour justement relever ces défis main dans la main avec les industries, avec les mêmes personnes qui les produisent eux-mêmes. Et puis il y avait un discours assumé anticapitaliste, voilà, de parler de transition énergétique aussi, de parler de colonialisme de terre et tout. Enfin voilà. Donc du coup je pense que enfin nous on était assez contentes et contents de d'entendre ce discours et de voir que ça fasse t'en parler quoi. oui, que les causes sont plus en amont en fait, Voilà. et que ça, bon, heureusement, c'est de plus en plus identifié maintenant et dit, et il y a des livres, et il y a des films de plus en plus, mais on a l'impression qu'on n'est qu'au début quand même encore. Ouais. Tu précises aussi que les volontés de reconversion, de démission ou de désertion ne concernent pas que les élites ou les futures élites. Et tu cites une enquête menée par Nicolas Framont, rédacteur en chef du magazine Frustration, menée auprès de plus de 50 personnes issues de tout secteur et témoignant que, je cite, la désertion de la classe laborieuse est avant tout une quête de survie individuelle dans un monde du travail absurde et capitaliste. Et tu poursuis un peu plus bas, la question du sens au travail est-elle strictement réservée aux diplômés du supérieur, alors qu'on analyse et suranalyse les dissonances cognitives, les déclics écologiques et l'éco-anxiété des étudiantes et étudiants ou des cadres des grosses boîtes, on s'apitoie sur le sort des patrons qui peinent à recruter dans la masse salariale, variable du bon fonctionnement du marché du travail, et qui s'intéressent au burn-out, à la santé mentale, au sentiment d'inutilité ou à la pénibilité du travail des individus de cette masse salariale. Pourtant, les conséquences vécues de ces pertes de sens, éthiques ou matérielles, peuvent se rapprocher et forment une palette de symptômes mentaux et physiques, dissonance, anxiété généralisée, crise d'angoisse, fatigue, burn-out, qui diffèrent selon les personnes, selon les expériences. Donc là, effectivement, il y a un sacré angle mort. Moi, ça fait des années que je le constate pour être passée dans des grosses boîtes en intérim. Et j'étais très heureuse là de pouvoir en parler. Bah, il y a eu beaucoup de livres aussi sur le sujet, mais je trouve l'angle de où tu parles vraiment intéressant avec l'ampleur des phénomènes qui sont dans les causes en fait de ces problématiques qu'on voit émerger. Et hier, donc on enregistre le 19 septembre, là cette interview, hier 18 septembre 2025 était un jour de grosse mobilisation et manifestation dans toute la France. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que des choses se rejoignent entre les revendications de la rue hier et les vôtres? Alors, ouais, question difficile. Enfin, difficile parce que justement, c'est un truc il y a ce mouvement social qui commence, que j'ai rejoint aussi en ce début septembre. Donc, en reprenant une activité voilà de militante, d'activiste, etc. Aller dans les assemblées, aller dans les manifs et compagnie. Et c'est des questions qui me traversent justement. Ben en fait.
comment relier ces questions de désertion, parce que dans ce mouvement, il y a la question de, enfin moi ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'était essayer de dire déserter, c'est refuser la guerre, et aujourd'hui c'est complètement d'actualité, et évidemment dans en tout cas les manifs, etc., les assemblées. On retrouve énormément de revendications d'arrêter le génocide, Oui. d'arrêter de participer en tant que pays producteur d'armement à cette guerre, à ces guerres partout. Voilà, et sur la question du travail, moi en tout cas, je me suis un peu reliée avec donc je suis à Marseille, et il y a donc la CGT Énergie, les électriciens, les gaziers, etc., là, qui sont en grève depuis le 2 septembre. Donc comme voilà, moi de mon point de vue d'ingénieure déserteuse de la transition énergétique, ça m'intéressait quand même d'aller causer avec elle et eux, et donc et je l'évoque un peu dans le livre, cette question de voilà, ils sont là à galérer à défendre un idéal de service public, où l'énergie serait un bien commun, où du coup parce que elle devient gérée et organisée par des entreprises privées qui sont là pour faire du profit, quoi. On perd tout le sens du travail Mais comme sur l'eau, hein, voilà, les, les- de les- ces les grands agents. communs, là, on a les mêmes problèmes sur l'eau aussi. Voilà, sur l'eau, exactement. Et donc, du coup, moi, dans tout ça, j'ai l'impression que l'enjeu de la désertion, il est difficile à amener, parce que c'est vrai que quand je commence à en parler, les gens sont là, mais alors c'est quoi, de la désertion, ça concerne que les élites, ou bien, enfin voilà, moi j'essaie de dire, déserter, là, aujourd'hui, c'est un enjeu de société, et de dire, c'est pas une question de dire, quittez votre métier, mais justement, où est-ce qu'il y a des choses à défendre dans ces métiers, dans les valeurs de ces métiers, notamment des services publics, dans le vécu des gens qui en ont ras-le-bol là de Oui. travailler pour toujours les mêmes, quoi, qui s'engraissent sur le dos des gens, des usagers, des employés, des salariés, etc., quoi. Donc moi, toute la question là, c'est comment j'ai envie de dire aux élites, à la sous-bourgeoisie, donc comme j'en parle, on va dire les cadres et tout, ils sont où Mm, là-dedans? mm. Est-ce qu'ils sont là à faire la grève juste pour défendre, enfin avoir leurs quelques pourcents d'augmentation de salaire, et rester dans leur position sociale assez pratique là? C'est qui ceux qui vraiment accompagnent ces entreprises là, comme pour rester sur le sujet de l'énergie, comme Engie, euh, Suez et compagnie, qui sont en train de les aider à faire leur démantèlement du service public et de voilà du bien commun de l'énergie. Enfin voilà, ils sont où ces gens en fait? Comment on fait pour venir poser cette question du travail? C'est aujourd'hui, c'est ça quoi, on en est là, hein, Et oui, et on les travaille conditions pour de qui et vie, pourquoi? Oui. voilà, c'est pas tout ça, c'est une question de niveau de vie bien sûr, mais enfin, il y a aussi tout le sens quoi, de pourquoi on travaille, Oui, pour finalement derrière avoir oui. quoi? Et à quoi on participe? Même pas arriver à avoir une vie décente, quoi, et à quoi on participe. Mais évidemment, du coup, cette question elle est compliquée, parce que, en effet, du côté des cadres, des élites et tout ça, peut-être qu'ils ont un peu plus de facilité à dire je ne veux pas participer à ça, alors qu'il y en a justement qui sont là à essayer de rester et changer les choses, parce que déjà tu peux pas forcément quitter ton Ben taf c'est ça, si on peut être facilement. coincé dedans pour Il y a la de menace du multiples, chômage ben bien sûr, derrière, enfin des voilà, hein, je veux familles dire qu'il faut faire vivre et tout ça. Mm, mm. Et puis il y a la menace du chômage derrière, de dire en fait il y a plein de gens qui ont trop du mal à faire grève aussi en fait dans ce mouvement, c'est assez c'est difficile quoi. Oui, On est là, on essaye, on va dans la rue et tout, mais la grève elle est même pas bien oui, oui, oui. accessible à tout le monde. Enfin bref, voilà, c'est un peu fouillis, il y a plein de questions justement, la question du travail, j'ai voulu la poser un peu, mais c'était hyper dur il y avait tellement de sujets à dérouler. Bah oui, mais c'est bien posé, parce que justement, on comprend bien, si on n'en était pas convaincu, mais moi je l'étais quand même, déserter, démissionner, c'est pas pour l'acte de bravoure, parce que, Ouais. voilà, parce que les conséquences sont graves dans les vies individuelles, quand on déserte, quand on démissionne, quand on fait grève. Et c'est dire non à quelque chose qui n'est pas ou qui n'est plus supportable. Donc il y a le refus de cautionner. Au début du livre, tu le dis bien, hein, refuser d'être complice. Et lorsque l'on participe donc à quelque chose d'absurde, voire de nuisible, et c'est là d'ailleurs où il peut y avoir des problèmes de santé, quand on en a conscience et qu'on ne peut pas quitter
pour des raisons de survie et qu'on est obligé de participer à quelque chose qu'on désapprouve complètement. Mais il y a aussi un enjeu de dignité. Et ça, c'est un mot qu'on entend de plus en plus dans les revendications, même si Ouais. je pense que ça a toujours été d'actualité depuis le début du monde du travail et des revendications. Mais là, on l'entend vraiment de plus en plus, ce mot de dignité, et ça devient aussi parfois un enjeu de survie. Et tu mentionnes le livre de David Graeber sur les bullshit jobs, Ouais. parce que les conditions de travail, l'environnement deviennent dangereux et que notre santé mentale ou notre santé tout court se détériore. Ouais, ouais. Donc c'est pas de l'ordre du caprice, comme certains veulent le croire ou le faire croire, de déserter ou de démissionner. Tu expliques très bien et par de multiples angles que l'on arrive à un point de rupture avec l'absurde, avec le supportable, qui demande un changement beaucoup plus global. Et ça me fait penser à ces grosses entreprises qui ont vu s'enchaîner des suicides dans leur personnel et qui font venir Ouais. des gens pour offrir des pauses de relaxation à leurs salariés, Ah bah oui, non mais sans remettre en question le ça, système, les conditions de travail, le management absurde et voilà. délétère qui les fait arriver là. Bah oui, bah bon, moi je ne peux que là, je peux que renvoyer toujours au travail de Nicolas Framont qui voilà, développe justement tous ces aspects de Oui, l'effet du management positif là et des trucs de santé mentale où en fait on va en même temps t'as les entreprises qui sont là à venir faire des stages de happiness ah ouais, ouais, ouais. pour mettre au travail les gens et compagnie et en même temps les problèmes de santé mentale Oui. Ne pas enfin tout travailler un sur tas les d'autres choses causes. elles sont jamais reliées au fait que au travail en fait elles sont jamais c'est toujours des problématiques de la vie perso enfin soi-disant ramenées à des problématiques de la vie perso des gens alors que le travail c'est ce qui occupe toute ta vie quoi donc pourquoi ça serait pas lié à ça les phénomènes de voilà d'anxiété Oui. de stress, enfin voilà, lié au management et compagnie. Voilà, après, encore une fois, c'est vrai que c'est Nicolas Framont qui fait tout un travail dessus, là. J'ai pas lu son livre, là, c'est Vous ne détestez pas le lundi, Ah vous oui. détestez la domination au travail, je Oui, crois, j'ai c'est un pas des encore lu trucs non plus. Oui. voilà. Bon. Mais oui, en effet, et du coup, c'est vrai que pour en revenir à ce truc de genre les réactions médiatiques derrière, et c'est pour ça que ça a été critiqué aussi. J'en vois encore des articles qui disent oui, les petits ingés élites qui se la pètent parce qu'ils désertent et que c'est des héros et tout. Enfin voilà, c'est aussi, c'est pas, enfin, c'est pas forcément que nous qui qui nous mettons dans ce truc de héros. Les médias, ils participent tellement, c'est quand même assez flagrant quoi comment c'est toujours alors quel a été le déclic il refuse de servir un système destructeur pour aller voilà faire du pain ou je sais pas quoi Ben oui. pourri alors que bah en effet évidemment les conditions de travail sont pas sont pas tellement pénibles physiquement etc mais en fait ça traverse tous les endroits là la question du travail qui se pose de plus y arriver quoi de plus avoir envie de plus et donc soit d'être contraint physiquement, mentalement à quitter un taf, à changer, à démissionner, sans que ce soit considéré comme un acte héroïque, voilà, justement quand on parle des classes plus populaires, quoi. Oui. Mm. Et dans le chapitre diversité des tactiques, tu poses les questions: faut-il déserter ou changer le système de l'intérieur? Et quand est-ce qu'une réforme est réellement radicale? Et quand maintient-on le statu quo? Ce chapitre, c'est vraiment aussi intéressant parce que, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce que tu appelles la diversité des tactiques, justement? Ah oui. Alors, bah voilà, du coup, ce chapitre, je l'ai posé en question rhétorique, hein, parce que c'est toujours la question, hein, faut-il déserter ou changer le système de l'intérieur? Donc les déserteurs, ils abandonnent tout, les déserteuses abandonnent tout pour faire leur petite vie et ne veulent pas participer au changement main dans la main avec les entreprises et compagnie. Euh, et ben la diversité des tactiques, pourquoi j'en parle? Bah, parce que c'est un truc que j'ai appris en voilà en m'intéressant aux mouvements sociaux c'est de dire bah on va pouvoir avoir différents modes d'engagement, modes d'action, niveau de radicalité et ceux-là ne doivent pas être mis en opposition, mais plutôt en complémentarité. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas parce que j'ai déserté que je pense pas que le travail de quelqu'un qui reste dans son
dans son métier et qui continue d'avoir une position justement de résistance, voire de lancer d'alerte. Donc pour donner un exemple que je cite dans le livre, celui de Romain Couillet, qui est professeur à l'université, enseignant-chercheur à l'université Grenoble-Alpes, donc en numérique, à la base en intelligence artificielle, et qui a décidé de ne plus travailler sur l'intelligence artificielle, mais quand même de rester, voilà, il n'a pas déserté son métier. Par contre, il reste là pour continuer à faire des cours qui parlent des impacts réels du numérique, à parler de démantèlement du numérique même, à outiller ses élèves à pouvoir penser les choses pas forcément, pas que dans le cadre de développement industriel qu'on apprend dans les écoles d'ingénieurs, etc. Enfin voilà. Donc pour moi, déserter et tenir ses positions, c'est complètement complémentaire et plutôt que les opposer, on devrait les relier même, tout en acceptant qu'on a différents modes d'action et que c'est et voilà. Bon, ben, ça c'est aussi une théorie des mouvements sociaux qui dit que ben en étudiant différents mouvements sociaux, que ceux qui ont été, qui ont réussi à amener du changement, à être victorieux, entre guillemets. On peut définir ce que ça veut dire un mouvement social victorieux Oui, aussi. aussi. C'est lorsque, bah, t'avais des franges plus radicales qui faisaient des actions radicales et que des franges plus modérées qui, justement, acceptaient qu'il y ait ces franges radicales et les reconnaissaient, voire sans forcément les soutenir ou les cautionner, mais dire, voilà, ça existe, c'est là, c'est cool. Et nous, on fait le travail institutionnel de faire pousser des réformes, etc. Mais le fait que ces choses plus radicales existent, ça fait ça nous rend plus acceptables dans l'opinion publique, quoi, finalement. Donc, c'est un ensemble Il y a besoin de tout le monde. de, voilà, il y a besoin de tout le monde. Et ça, voilà, la droite l'a très bien compris. Enfin, je veux dire, eux, ils ont pas du tout de mal entre le RN, parti politique, et les factions de fachos qui tapent les gens dans la rue, qui font la sécurité d'ailleurs des meetings du RN. Enfin, je veux dire, ça, ils l'ont très bien compris, quoi, de s'accepter entre franges plus radicales, plus modérées, et puis euh, et puis même entre des différences idéologiques. Enfin bref. Oui. Voilà, donc il y a un peu cet enjeu, j'ai l'impression aussi à remettre à l'ordre du jour, arrêter de nous mettre dans des binarités, dans des oppositions stériles. Là, en fait, c'est pas ça le sujet, quoi. Oui. Après, voilà, Oui. il y a aussi tout le truc, bah, changer le système de l'intérieur, bah, je pense qu'il faut reconnaître, il faut déjà pour faire ça, il faut se situer, dire dans quelle structure je suis. Est-ce que je peux vraiment changer une entreprise enfin faire des choses dans le sens de la justice écologique et sociale dans une entreprise dont le but est de faire de la thune sans considération, enfin sans autre considération que des coûts économiques quoi. Donc là, à partir de là, il y a des choses qu'on peut faire bouger et d'autres peut-être un peu moins. Quoi. Bah oui, parce que Je c'est sais pas. difficile de l'intérieur. Quelquefois, ça peut mener à être viré aussi. C'est jusqu'où on Aussi, peut ouais. aller, c'est Mm, jusqu'où on mm. dérange. C'est compliqué. Ça demande aussi beaucoup d'énergie. Voilà. Et alors, dans ton livre, il y a aussi ta grand-mère. Et là, ça permet un dialogue et une confrontation entre l'ancienne façon de voir le monde et celle qui a évolué, qui s'est adaptée à ce monde qui a évolué. Donc, je me disais en lisant ça qu'à mon avis, il y a beaucoup de nos politiques, pas tous, mais beaucoup, qui ne se sont pas encore aperçus de ces évolutions par manque de curiosité, par manque de lecture, d'ouverture, parce qu'ils ne sont pas assez informés, qui ne s'informent pas assez. C'est une responsabilité aussi de ce qui était en train d'évoluer très vite et ils sont restés campés avec leurs œillères dans le vieux monde et tu dénonces ça très bien tout au long du livre par plein d'angles différents, donc comme je disais, et bien documenté. Et par exemple, 3 lignes, page 72, dans le dialogue avec ta grand-mère, tu écris: progresser, donc, c'est augmenter le PIB. Il semblerait que dans l'imaginaire collectif, il n'y ait d'autres manières d'envisager de progresser en tant que société. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ta grand-mère et comment elle est arrivée là et ça te permet d'amener ce genre de conclusion. Ouais. Alors, ma grand-mère. Bah, je sais pas comment ça m'est venu. En fait, j'étais en train d'écrire ce livre. Elle est décédée en fait un an avant, en gros. Enfin, Oui, ouais, que je commence à écrire. Et il y avait un peu j'ai toujours eu un peu une frustration de pas avoir eu le temps de pouvoir parler avec elle de tout ça, en fait. oui, oui.
de ce poids-là. Et puis en fait, en réfléchissant à ces questions de classe sociale, etc. Donc il y a eu plein de choses qui m'ont fait, enfin voilà, comment on fait pour définir sa classe sociale en fait, c'est un peu une question parce que je pense que c'est voilà les privilèges, les possibilités, les choix qu'on a et tout ça, enfin tout ça et comment on se comporte, etc. Il y a tout un tas d'héritages qui sont mélangés entre ce qu'on a vécu, entre d'où vient notre famille Mm. et les parents, les grands-parents, enfin voilà. Bref, donc un peu dans cette recherche de ça, je me disais mais c'est fou quand même parce que ma grand-mère, elle a passé toute sa vie à travailler avec acharnement, avec ses valeurs du coup du travail, de l'engagement social, enfin de l'engagement dans la société par le travail et de elle vouloir fournir à ses enfants donc ces quatre fils, l'accès à des études supérieures et pour qu'ils aient un métier d'ingé ou pas que, hein, mais c'est vrai qu'ils ont tous fait ingénieur. Ah oui. Ouais. Et donc elle les a poussés, elle a travaillé avec acharnement, donc veuve hein, avec quatre enfants, Mhm. pour leur faire accéder à cette situation, quoi. Donc pour elle, c'était vraiment un truc voilà, mon père, au début, quand il travaillait pas encore en tant qu'ingénieur, à chaque fois qu'il allait la voir, c'était: «Mais est-ce que tu as une situation?» Mm. Ouais. Voilà. Et puis nous, un peu toujours pareil, tu travailles à l'école, enfin voilà. Donc, j'ai pas eu trop le temps de pouvoir bien, enfin, elle a capté que je rentrais à Polytechnique, elle était très fière et très Ah contente. oui. Et après, par contre, elle a pas vraiment beaucoup capté que j'avais dit finalement, Stop. je refuse ce métier, cette position sociale. Donc ça m'a interrogée du coup de me dire bah comment on en aurait parlé, comment j'aurais pu en parler avec elle, est-ce qu'elle m'aurait compris. En même temps, je me dis qu'elle m'aurait compris parce que c'était quelqu'un de voilà, elle était institutrice et aussi quand même dans sa vie assez engagée à la mairie, enfin voilà, dans des trucs de la commune et tout. Donc il y avait quand même une espèce d'engagement envers les autres qui était assez central dans sa vie. Et donc je me dis qu'elle aurait compris ça. Enfin voilà, j'aurais pu lui expliquer que c'est une autre forme d'engagement, pas forcément par le travail, mais que je pense que je serais plus utile en dehors de ça. Enfin, je sais pas, voilà, il y avait plein de trucs. Puis en écrivant, bah, de fil en aiguille, finalement, je me suis prise au jeu de ouvrir des sujets, quoi, et puis de partir un peu dans mon analyse. Donc c'est vrai que ce chapitre est un peu fourre-tout, il y a un peu de tout, et ça m'a permis aussi de parler de méritocratie, quoi, finalement. Ce système-là dont on dit que si tu veux, tu peux. Il suffit juste de bosser beaucoup. Et c'est un peu ce que ma grand-mère défendait comme valeur. Mais en même temps, bon, c'est pas exactement ça, quoi. C'est pas que si tu veux, tu peux. Il y a quand même tout un tas de gens, de freins, ou l'inverse, ou à l'inverse, Oui. de facilité qui font que tu regardes le système des écoles d'ingénieurs. Enfin, moi, je me suis retrouvée à Polytechnique avec la majorité de gens qui avaient fait des lycées parisiens, prépa parisienne, Mm. Louis le Grand, je sais plus quoi, Ginette et compagnie, qui avant étaient au lycée à Paris, donc dont les parents sont aussi polytechniciens, polytechniciennes d'ailleurs. Tiens, étonnant, les enfants de polytechniciens arrivent beaucoup mieux à rentrer à Polytechnique. On se demande pourquoi. Enfin voilà. Mais là, Polytechnique où alors du coup? Et bah Polytechnique Paris, l'école militaire d'ingénieurs, donc qui historiquement est celle qui formait les cadres de l'armée, enfin et voilà les ingénieurs d'État, donc qui étaient ceux qui étaient aux hautes fonctions administratives de l'État, donc des corps par exemple des mines, des ponts et chaussées, de l'énergie, enfin voilà. C'est un peu ceux qui ont bâti le système industriel, conçu et bâti le système industriel français quoi. Donc toi, tu as fait une partie de tes études au Danemark et Polytechnique Paris? En fait, j'ai fait la fin des études au Danemark parce que on se spécialise D'accord. à la dernière année de Polytechnique. Ah C'est une oui, année ok. de spécialisation, donc on va ailleurs dans une autre école. Donc c'est là que les gens qui sont dans les premiers des classements Mhm. vont dans les corps de l'État. Donc corps des mines, premier, corps des ponts et chaussées, deuxième, corps des, je sais plus, eaux et forêts, enfin bref. Voilà, pour aller aux fonctions administratives de l'État et pas que d'ailleurs, parce qu'en fait aujourd'hui évidemment le mélange, enfin la distinction entre privé et public Ouais, ouais. n'est plus très, voilà, est assez flou, on va dire. Mm. Voilà, donc du coup c'était intéressant dans ce chapitre
de raconter tout ça et puis de mettre en relief avec peut-être ce que ma grand-mère a vécu, ce en quoi elle croyait. Oui. Et voilà, et puis tout en laissant les questions ouvertes, parce que finalement, c'est ça. Souvent, quoi, on ouvre le débat, et puis parfois, il y a juste pas de conclusion, hein, qui a raison, qui a tort, j'en sais rien. Ça reste des tensions qui peuvent, enfin, voilà, sur la question du progrès, la vision du progrès. Bah oui, les conditions de vie se sont améliorées pour tout le monde, évidemment. Oui. Maintenant, enfin voilà, ça veut pas dire qu'on continue d'être dans une société injuste, inégale, avec tout un tas de classes sociales et de hiérarchie, quoi. Bref. Dans le chapitre Une trajectoire guerrière inévitable, alors là on a du lourd, hein. Donc tu écris le progrès pour la guerre et après la guerre, le progrès. Et alors là, Ouais. et justement, donc ça se relie avec ce qu'on était en train de dire, et tu expliques qu'un service gouvernemental des États-Unis créé en 1918, donc je te cite, dont le but était de faire travailler ensemble les scientifiques, les industriels et l'armée pour faire avancer les techniques de la guerre chimique, puis par la suite, guerre biologique, radiologique, nucléaire. Pendant l'entre-deux-guerres, l'industrie chimique des États-Unis fut ainsi aidée par des subventions étatiques pour écouler les stocks d'azote dans l'agriculture et maintenir la capacité de production à des fins militaires. Après la Seconde Guerre mondiale, les industries chimiques américaines se sont imposées sur les marchés mondiaux. Ce sont des dizaines de milliers de substances qui, en quelques décennies, furent disséminées dans les industries et par la suite dans le quotidien des populations, à travers les produits alimentaires et cosmétiques, les objets divers et variés de la société de consommation, les processus de transformation industrielle, la santé, l'agriculture. Le tout sans évaluation préalable des effets des réactions biochimiques que ces substances provoquent en rencontrant les organismes vivants et les éléments présents dans les milieux naturels. On en a aussi parlé récemment dans un podcast sur les PFAS avec Génération Oui. Future. Ce manque d'attention, de considération du vivant, des conséquences de ce que l'on fait, de nos modes de vie, de consommation sur ce vivant, ça semble être un peu le dénominateur commun, je trouve, de tous les problèmes en fait que tu abordes dans le livre. Le manque d'anticipation Ben des effets de considération de du considération. Ouais, ouais. vivant humain, du vivant de notre environnement naturel. Bah ouais, ouais, j'ai l'impression, enfin en tout cas pour parler de ça, moi, ce travail que j'ai fait sur la guerre, finalement, j'en ai tellement appris et genre, c'était assez impressionnant, quoi, de comprendre à quel point les guerres industrielles ont vraiment façonné Ouais, nos systèmes aujourd'hui, quoi. tout ce que tu décris, Et et ça inclut et le nucléaire, bah justement, sur le vivant, les essais nucléaires, tout ce que tu racontes. voilà. Et est-ce que c'est un manque de considération? Enfin, j'ai l'impression parfois, parce que même pour parler du nucléaire, je veux dire, au début, quand on a lancé le nucléaire civil avec le plan Mesmer et tout, il y a un documentaire qui s'appelle Atome crochu, me semble-t-il, donc qui raconte au début la gestion des déchets nucléaires. Enfin, je veux dire, alors déjà, on les balançait dans la mer, tranquille. Ouais. Ensuite, on les stocke, enfin, je veux dire, à la Hague, c'était stocké dans des bidons. Il y a une interview lunaire d'un ingénieur qui est devant tout un tas de barils dont certains sont ouverts, où dedans il y a des déchets radioactifs. Waouh. Ils sont posés comme ça, à l'air libre. Ensuite, ils sont enterrés pour les cacher. Enfin, ensuite, voilà. Et puis après, ils sont venus dire, ah bon, bah attendez, on va faire des plus gros trous pour enterrer mieux, quoi. Enfin, mais je veux dire, il n'y avait pas du tout, et même c'est documenté, hein, d'ailleurs, par des scientifiques, hein, qui documente les effets du nucléaire, l'histoire du développement et tout ça, donc notamment dans la Gazette du nucléaire et tout et tout. C'est quand même documenté qu'il y avait aucune considération à la base de derrière ce qu'on rejette quoi en faisant du nucléaire. Ouais. Voilà. Et à la base, le nucléaire civil, il existe parce qu'il y a le nucléaire militaire, hein, quand même pour le rappeler. Et donc voilà. Donc pareil pour en fait les guerres. Ben là, c'est même plus compliqué. Genre, est-ce que c'est sans considération, vraiment? Ou est-ce que plutôt on a fait oublier le but de base de créer toutes ces technologies? Parce que, à la base, c'est bien étudié, hein, les effets par exemple, de l'argent orange sur les milieux. Oui, oui. C'est bien pour ça. C'était utilisé comme des armes de guerre. Donc, si on fabrique des armes de guerre, on étudie leurs effets sur les milieux, non, c'est fait exprès. C'était pour détruire l'environnement. Oui. Donc, notamment au Vietnam
de l'armée vietnamienne qui se déplaçait bien plus facilement dans ces jungles que les soldats américains. Enfin Oui, voilà, et ça a je veux été dire, un des grands c'était pas écocides sans du XXe siècle. considération. Ouais. Je sais pas si c'est sans considération ou peut-être avec une considération assez détaillée, mais qui ensuite, bah, on a tout ça, on a fabriqué tout ça, et ben autant s'en servir. C'est un peu ça, quoi, que j'essaie de raconter dans ce chapitre. Comment, bah, c'est bien pratique. On a utilisé, on a fabriqué des explosifs, des pesticides pour détruire l'environnement, enfin pour détruire l'environnement à des fins d'armement guerrier, quoi. Et ensuite, ben tout ça c'est là, les industries elles sont là. À quoi on peut les utiliser, quoi, Oui. pour continuer à faire du profit dessus. D'ailleurs, ce sont les mêmes entreprises qui font du profit, qui ont fait du profit sur les guerres, qui continuent d'en faire derrière, quoi. Enfin, c'est assez Mm. flagrant quand même, je veux dire. Oui, oui. Non, mais c'est intéressant, les différents cas que tu cites dans ton livre de façon assez détaillée. C'est intéressant de les lire, surtout dans le contexte actuel, là, hein, parce que Ouais. là, au niveau des guerres, comme tu disais au début de cette interview, il est temps quand même que les citoyens bah, refusent, résistent et voilà, refusent d'être Ouais. complices, quoi, hein. Et justement, le chapitre suivant, il est intitulé Résister, déserter, désarmer. Et tu précises résister, deux points, s'opposer à ce qui nuit, déserter, refuser de nuire, désarmer, empêcher de nuire. Donc ça ferait un sacré programme politique, moi je trouve. Oui, la Est-ce belle que affaire. il y en a qui s'y collent là? Est-ce que c'est des perspectives ou c'est vraiment un milieu dans lequel vous voulez pas entrer, ou est-ce que certains dans les collectifs, dans les personnes avec qui tu discutes de ta génération et qui sont dans ce mouvement désertion, est-ce que c'est une des voies possibles, les engagements politiques pour vous? Alors, bah moi, c'est ce que j'ai envie d'amener, hein. Je veux dire, en tout cas pour parler du côté des ingés avec qui on a dit déserter. Mhm. J'ai envie de dire, bah c'est bien beau la guerre, la métaphore guerrière pour parler de guerre aux vivants et tout ça comme entreprise généralisée là de destruction Oui, du système, mais la guerre militaire, elle est là, on la oui, fabrique. Est-ce qu'on en parle? Et donc voilà. Après, par contre, effectivement, il y a déjà plein de gens qui s'y attellent, et j'en parle dans ce chapitre justement, hein, notamment sur le génocide à Gaza. oui. Il y a depuis fin 2023 des syndicats de travailleurs palestiniens qui ont lancé un appel du coup à tous les syndicats européens et pas que, enfin dans le monde entier, à dire arrêtez de produire des armes pour Israël, refusez Mm. d'être complices. Enfin voilà. Mais c'est pas à Et Marseille justement oui, qu'il y a eu des blocages sur des armes qui devaient partir de France vers effectivement, alors on nous a dit officiellement qu'il n'y en avait plus, mais oui. Bah exactement, voilà. Donc en fait, il y a eu des réponses. Donc il y a des collectifs qui se sont formés, dont un qui s'appelle Stop Arming Israël, qui a enquêté sur ok où sont les usines d'armement, qui fabriquent quoi, comment. Enfin voilà, c'est des travaux d'enquête de long cours parce que pour savoir, enfin je veux dire, les gens souvent. Tu travailles pour de l'arme, pour fabriquer de l'armement, t'es pas forcément au courant, ou en tout cas t'es au courant de peut-être de ce que tu fabriques, mais où ça va, à qui, etc. C'est hyper compliqué de capter les flux justement de tout ça. C'est un des gros travaux d'enquête pour trouver les entreprises. Et il y a toute une question de, ben voilà, ouais, tu t'es désarmé. Alors c'est un bien grand mot, mais quand même, euh, je veux dire, les travailleurs qui travaillent n'ont peut-être pas le choix d'y travailler, mais c'est aussi tout un projet d'aller leur parler, d'aller informer sur la destination des composants qu'ils fabriquent, comment on fait pour enfin voilà lutter contre ces entreprises, ou en tout cas poser la question de est-ce qu'on a envie de fabriquer ça sur notre sol, et voilà, et comment on fait pour en même temps défendre l'emploi et l'accès à des vies dignes pour tous et toutes, et en même temps dire qu'on n'a pas envie de fabriquer ces choses-là. mm, Voilà. Donc oui, en effet, il y a eu des blocages récemment. Bah, d'ailleurs, ça fait un petit moment depuis le début du génocide qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Voilà, t'as dû voir qu'il y a des dockers qui ont bloqué des cargaisons qui devaient partir à destination d'Israël, au port de Marseille.
Il y a voilà les dockers de Gênes, donc ça part voilà d'un appel quand même européen des dockers à tout bloquer. Mm. Il y a une entreprise qui s'appelle Eurolinks qui est située donc à Marseille dans le 13e qui qui fabrique des maillons en fait, donc c'est du on va dire des sous-munitions, c'est-à-dire des maillons qui tiennent les munitions, donc qui ont été retrouvés, enfin qui sont utilisés par les mitrailleuses notamment israéliennes et qui ont été retrouvés dans le massacre de la Farine. Je sais plus quand c'était exactement. Et enfin voilà, donc ça en fait, il y a des enquêtes qui ont été faites, c'est documenté, et donc le gouvernement, les entreprises nous disent non, 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 mais en fait, si, 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 il y a énormément d'armements et même de pétrole aussi. Hein, il y a des raffineurs qui partent, enfin des raffineurs, des pétroliers pardon, qui passent à Marseille ou dans d'autres ports pour aller en Israël alimenter le génocide, quoi. Enfin, voilà. Donc la question, c'est aujourd'hui comment on s'organise pour tout ça. Donc la désertion, elle pourrait être à l'échelle d'une société, pourrait être à l'échelle de une entreprise, à l'échelle de, j'en sais rien, un territoire qui dit on ne veut plus participer à la guerre, donc on arrête d'aider les entreprises à faire ça, on trouve des moyens pour les travailleurs et travailleuses de pas se retrouver sur le carreau parce que c'est pas à eux de payer le prix non plus. Enfin voilà, Ouais, ouais. c'est vaste programme, mais voilà, désarmer, c'est ça, empêcher de nuire, enlever les armes, quoi. Enlever les armes à Israël qui est en train de faire un génocide. Voilà. Refuser déserter, c'est refuser de participer, c'est refuser de nuire, mais il y a une question de désarmement qui se pose aujourd'hui. Où est-ce qu'on fabrique la guerre et comment ne plus la fabriquer, enfin, comment désarmer celles et ceux enfin, ceux qui commettent des atrocités, des génocides au nom de je ne sais quelle idéologie. Et enfin voilà, pour moi c'est des questions qui s'imbriquent en fait. Ces questions de désertion. Pour moi, déserter à une échelle plus large que celle des individus et que celle de dire qu'on refusait de faire un certain métier, c'est une question de désarmer, quoi. Désarmer la fabrication des violences. Voilà. D'ailleurs, tu mets la chanson, le texte de la chanson, je crois, du déserteur. Oui, Oui. oui, oui, parce que Et bah d'autres justement, chansons, d'ailleurs, ta palette musicale est très ouais. éclectique, j'ai remarqué. Bah oui, j'avais envie de mettre un peu voilà, moi j'aime beaucoup la musique et j'avais envie de voilà d'entrecouper un peu des chapitres de ces chapitres avec des chansons quoi. Et donc la chanson du déserteur c'est intéressant en faisant mes recherches. Donc on a cette dernière strophe et là j'ai mis la version originale en fait où à la fin donc Boris Vian, elle est où je vais la retrouver, euh, il dit la dernière strophe c'est si vous me condamnez prévenez vos gendarmes que j'emporte des armes et que je sais tirer. Et en fait, dans la version qu'on trouve aujourd'hui, c'est pas ça qu'il dit, c'est si vous me condamnez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et que, eh ben je sais plus la dernière phrase. Et donc en fait c'est assez c'est marrant parce qu'en fait elle a été censurée cette chanson. Elle est sortie en fait, ça a été, c'est devenu un hymne des mouvements anticolonialistes contre la guerre en Algérie, la guerre au Vietnam, etc. Enfin voilà, des mouvements pacifiques. Je crois même qu'elle a été reprise à l'international. Et donc au départ, c'est pas passé quoi à la radio le fait de dire que j'emporte des armes et que je sais tirer. Donc voilà, c'est intéressant de dire ah bah là cette violence, elle est pas acceptable, la violence de quelqu'un qui dit je ne veux pas participer aux violences et je suis prêt à me battre pour ne pas le faire. Par contre, la violence qui refuse, ben voilà, on la, on la tait et elle est normale, quoi, on va dire. Et tu cites aussi un extrait d'une chanson de Sylvain Giraud. Car la guerre, Oui, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. ouais, ouais. Ouais, c'est une chanson que j'aime bien.
c'est tellement bien résumé. Moi, j'ai toujours trouvé ça incroyable, effectivement, qu'on demande à Ouais, des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes d'aller tuer des gens ou se faire tuer eux-mêmes. Et que ça, c'est décidé dans des bureaux par des gens qui, eux, ne sont pas sur le terrain, quoi. voilà, exactement. Et pour leurs propres intérêts, bien souvent, et non pas l'intérêt de la nation ou de la patrie, Oui, comme de façon collective. Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que tu cites effectivement plusieurs initiatives citoyennes qui sont bien intéressantes. Page 156, tu écris: il faut faciliter le partage de savoir, au pluriel, entre l'intérieur des systèmes techniques et l'extérieur, les personnes également impactées par ces systèmes. Il nous faut également faciliter la participation d'une science indépendante pour pouvoir produire des savoirs scientifiques au service de la justice écologique et sociale et non pas instrumentalisés par les complexes industriels. Est-ce que ce sont des initiatives, celles que tu évoques là, que celles et ceux qui ont déserté, qui désertent, peuvent mettre en place ou mettent déjà en place? bah, oui, je pense. J'ai et mettre déjà en place, aussi, après voilà, je sais pas tout ce que tout le monde fait, Oui, non oui, plus quoi, ouais. mais voilà, je parle de ces choses-là parce que, justement, il y a un gros problème entre, la distribution des savoirs, où, c'est les experts qui prennent des décisions sur l'eau, sur l'énergie, et où les personnes concernées, donc qui utilisent, pour reprendre le terme des services publics, les usagers, ne n'ont pas du tout n'ont pas du tout accès à ces connaissances, à ces choses, et pourtant qui les concernent en premier lieu, parce que pour prendre la question de l'eau, bah, l'eau qu'on boit, c'est quand même le premier problème peut-être qu'on doit se poser dans la vie. Un des problèmes de base, de se dire, il faut avoir accès à d'une eau propre, voilà. Et donc, je pense que oui, il y a tout un chantier, des chantiers à faire enfin engager pour faciliter ce partage de savoir, quoi, et pour aussi, bah, mettre du débat en fait dans tout ça, mais de remettre de la démocratie, Et, de dire et une science indépendante, effectivement. voilà, une En science tout cas, celle sur laquelle indépendante. on se base devrait être indépendante et pas Ouais, des études produites voilà, par c'est ceux qui ont ça. quelque chose à vendre et à faire évaluer. Exactement. Donc c'est tout un enjeu. Donc où, quand, comment, je veux dire, dans quelle structure, qu'est-ce qu'il faut créer comme organisation? Est-ce que c'est rattaché aux universités? Enfin voilà. Après il y a plein de scientifiques qui font des choses voilà, qui s'appellent la médiation scientifique, qui aussi voilà travaillent sur ces sujets-là, de comment remettre la science au cœur du débat politique. Au cœur des décisions et dans des concertations citoyennes, etc. Donc il y a déjà plein d'initiatives, notamment j'en cite une aussi, c'est ceux des instituts éco-citoyens, Oui. notamment de suivi des pollutions, où bah il y a énormément besoin de ça en fait, de comprendre, parce que voilà, l'évaluation des impacts par exemple de fosses sur mer, enfin des industries de fosses sur mer, etc. Voilà, les entreprises évidemment sont tenues de faire d'évaluer tout ça, de donner, d'être transparentes sur leurs rejets, etc. Mais voilà, évidemment, quand on enquête un peu, on se rend compte que c'est aussi quand même un peu facile de manipuler les chiffres et de faire dire les choses, et c'est aussi là la question, hein. Je veux dire, une parole experte, si elle voilà, elle peut aussi faire dire des choses et manipuler des chiffres pour avancer un certain message. Moi, je me suis rendu compte en étant ingénieur, enfin, je faisais mes modèles. Honnêtement, parfois, je peux juste leur faire dire ce que j'ai envie de dire. Ah oui. C'est un peu, enfin voilà, quand ça n'est pas remis un peu au cœur des débats. Donc voilà, il y a besoin, je pense, voilà, de créer. J'ai l'impression, moi, du coup, peut-être ce mouvement de désertion, il y a un enjeu à imaginer aussi d'autres formats, quoi, un autre format à l'interface des institutions, entreprises, etc., et de la société civile et de l'extérieur, on va dire, entre Oui. guillemets, quoi, des systèmes, quoi. Après, dans quel format, etc., ben voilà, j'ai pas toutes les solutions, mais
Mais c'est un peu dans cet esprit, en tout cas, qu'on a créé cette association dont je fais partie, Hydromonde. Mmh. Ah oui, C'était un bah peu dans dis-nous-en, cet dis-nous esprit-là. quelques mots aussi. Parce Ouais, qu'en fait, c'est ça que je trouve intéressant dans ton livre, c'est aussi que c'est assez facile de discréditer tous ces mouvements-là. Et ce que je trouve que l'on réalise bien en le lisant, c'est que c'est pas juste un mouvement de désertion, il y a toute une réflexion bien mûrie derrière qui a amené jusqu'à cette étape-là. Et tu ne t'arrêtes pas, et visiblement les collectifs auxquels tu appartiens non plus, à l'étape juste critique. C'est qu'il y a plein de choses que vous mettez en place, qui sont mises en place de réflexion pour essayer de changer justement ce que vous dénoncez. ouais. Bah oui, c'est sûr que pour moi, c'est réfléchir, mettre en critique, etc. C'est pour se mettre en mouvement, quoi. C'est pour faire. Oui, Et voilà, moi j'écris ce livre pas juste pour déblatérer et écrire un livre, mais pour derrière que ce soit un outil un peu pour continuer à fabriquer des choses, quoi, enfin organiser des choses. Et donc Hydromonde, bah c'était un peu dans cet esprit-là, là, de créer donc une association. C'est une association. On avait réfléchi au format coopérative, etc. Mais d'abord on s'est dit on va faire une asso, voilà. Et pour se mettre, donc parler des questions de l'eau mhm, et poser la question du soin et du partage de l'eau euh, dans plein d'endroits, de territoires différents, donc à l'échelle d'une rivière, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une montagne, à l'échelle de tout un bassin versant, donc qui est le bassin versant, c'est toute la zone géographique qui relie un fleuve et tous ses affluents. oui, Donc pour dire, voilà, celui du Rhône, il va des glaciers en Suisse jusqu'en Méditerranée, où le Rhône se jette, en prenant aussi toute la Saône. Enfin voilà, il y a tout un tas de contextes liés à l'eau différents et tout un tas d'usages, que ce soit l'agriculture, l'énergie, voilà. L'énergie, l'eau potable, la santé, ouais, il y a tout, on peut dérouler tous les sujets à partir de cette question simple, d'où vient et où va l'eau de ton robinet, quoi. Et donc, on a voulu se situer un peu à l'interface, faire une espèce d'association d'animation, je sais pas si c'est le mot, ouais, d'animation, médiation, pour causer de ces sujets avec des parties qui ne communiquent pas souvent, quoi, que ah, ce très soit bien. les institutions, les administrations qui organisent la gestion, l'aménagement des cours d'eau, que ce soit les habitants, les habitantes, que ce soit les industries, que ce soit l'agriculture, etc. Sortir Et de la pensée en silo. voilà, exactement. Et c'est tellement complexe que genre même, enfin, voilà, et articuler les échelles aussi. On va pouvoir parler des problématiques très spécifiques de l'eau dans un village du Gard notamment où on a fait une résidence. Et ensuite autour, ben le Gard il est pris dans quel bassin versant? Celui du Rhône. Il y a quoi d'autre comme enjeu sur la gestion du Rhône? Enfin voilà, tout ça c'est relié, remettre aussi par l'eau. On peut aussi se représenter toutes ces interdépendances Oui, qu'on a au milieu, aux gens autour de nous, en amont, en aval, etc. Voilà, donc c'est et puis voilà, puis après il y a aussi l'envie de parler de choses complexes avec des formats plus accessibles, plus partageables et diffusables, que ce soit du dessin, de la musique, des événements, très bien. des assemblées, Mm. etc. quoi. Super. Et ben, je pense qu'on peut terminer sur cette note positive, Oui, super. pleine d'espoir. Donc, je rappelle le titre du livre Désertons de Jeanne Mermet, donc aux éditions Les Liens qui libèrent et les éditions Wild Project. Le livre n'est pas encore sorti au moment où on enregistre, mais sera sorti au moment où le podcast sera mis en ligne. Donc, comme d'habitude, je vais mettre dans le descriptif du podcast pour nos auditrices et auditeurs qui souvent ont envie d'en savoir plus et d'acquérir le livre. Donc, je mets le lien vers le site des libraires indépendants. Donc, il y a juste à cliquer. C'est dans le descriptif du podcast. Et puis, est-ce qu'il y a des choses à mentionner, à signaler d'événements ou je sais pas, de rencontres ou de quelque chose est-ce qu'il y a des rencontres en librairie ou voilà, des choses que tu souhaites qu'on mentionne? Alors, pour l'instant, d'événements précis, je ne sais pas. Il y en aura. Après, on peut mentionner que du coup, je lance une page Instagram, Ah, Déserton, qui va justement continuer à raconter les choses du livre et à étoffer tout ça avec voilà des enquêtes, des petites interviews, etc. en mode petit média de la désertion. ok. Petit média de Ça, la désertion. Ça ouais. sera, c'est pas encore en ligne. Non,
Non, bah D'accord. si, il est déjà en ligne, mais voilà, il y a pas grand-chose dessus. Pour l'instant, ça va se construire au fur et à mesure là dans les prochains mois. Ok, Mais du coup, il y aura de l'actu, il y aura aussi des événements. Enfin voilà, il y aura un donc peu des le choses à nom, c'est suivre par là. Déserton. Si on Ouais, cherche sur Instagram dans le moteur de recherche, on met Déserton. Déserton. D'accord, Voilà, comme ok. le titre du livre. Bon, bah, je mettrai le lien aussi. Je vais aller Super. le repérer. Ok. Jeanne, un grand merci pour ce temps de rencontre, d'échange, pour approfondir ce livre et j'espère, donner envie à nos auditrices et auditeurs de mieux comprendre un petit peu toutes ces problématiques, ces enjeux et de se mettre en mouvement. Bah, merci à toi pour Voilà, ce podcast. je Ouais. te souhaite une bonne continuation. À une Merci. prochaine. Bonne, à une prochaine, bonne journée. Au revoir. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me mettre une bonne note sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. Ça, vous pouvez aussi le faire sur Spotify maintenant. Sauce Suite Planète, c'est un site et un podcast indépendant. Merci donc de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode.